Nikon Z6 III, le boîtier moyen de gamme qui vient un petit peu bousculer la concurrence. Des specs en vidéo qui sont assez incroyables, un autofocus qui marche très bien et c'est surtout un prix qui défie clairement toute concurrence. Mais il y a quand même quelques petits défauts et limitations, vous allez voir. Bref, j'ai amené le Z6 III sur le terrain et c'est assez impressionnant ce qu'a fait Nikon, surtout dans ce prix-là. Pour info, Nikon m'a prêté le boîtier, je l'ai eu du coup pour quelques jours et ensuite je le renvoie. Ils n'ont absolument pas vu la vidéo avant qu'elle sorte. Mais on a pu filmer un petit film sympa avec une caméra pro et je vous mets le résultat à la fin. Il y a quelques mois, je vous ai testé le Z8 sur la chaîne et j'avais adoré ce boîtier-là. Il est hyper complet, des specs d'ailleurs assez impressionnantes, mais à un prix qui pique aussi un petit peu. Voici le Z6 III qui fait quasiment tout pareil que son grand frère, mais pour beaucoup moins cher. C'est un boîtier qui vient s'insérer dans les moyens de gamme en termes de prix. En concurrent direct, on a le Sony A7 IV, le Canon R6 II ou encore le Lumix S5 II que j'ai pu aussi tester dans différentes vidéos. Et je peux vous dire que ce boîtier-là, honnêtement, il les met un petit peu à l'amende, notamment dans certains domaines. Ok, commençons par les specs parce que là aussi c'est assez impressionnant. Alors on est sur un plein format avec un capteur de 24,5 mégapixels. C'est surtout que c'est un tout nouveau capteur qui est semi-empilé. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est une première mondiale. Pour info, un des intérêts du capteur empilé, c'est de justement limiter l'effet un petit peu du rolling shutter qui apparaît souvent quand on a un sujet qui passe vite devant la caméra ou alors justement ça peut tordre un petit peu les lignes qui sont bien droites. Et ce capteur semi-empilé, il fait quasiment la même chose pour les vidéos. Les lignes sont bien respectées. On a très peu de rolling shutter et ça, pour nous en vidéo, c'est le top. Ok, parlons maintenant de ce qui est le plus impressionnant. J'espère que vous avez un petit carnet et que vous allez pouvoir noter un petit peu tous les specs, toutes les résolutions et les codecs qu'on a parce qu'il y en a beaucoup. 1080p, 240 images par seconde sans crop. 4K 50 sans crop. 4K 120 avec un petit crop là cette fois-ci, 5K sans crop, 6K 25 sans crop et même de la 6K 60 sans crop. On est quand même sur un boîtier à moins de 3000 €. Et voilà, c'est quand même assez fou. Ça c'est pour la partie résolution. La partie codec, même bins, on est, voilà, ça dépend de ce que tu veux. On a du NRAW en 12 bits, on a du ProRes RAW en 12 bits, on a du ProRes 422 HQ. Et on a aussi le classique H265 en 10 bits qu'on utilise quasiment tous. Et on a aussi de la 8 bits dans une résolution un petit peu différente si on veut pas que le fichier soit trop gros. Et ce qu'il faut bien comprendre avec ce boîtier-là, c'est que tout ça se fait en interne. On n'a pas d'Atomos, pas de boîtier, pas de SSD ou quoi que ce soit. On peut tout faire dans un boîtier comme ça. C'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on peut quand même filmer de la 6K au ralenti à 60 images par seconde en RAW en interne. C'est quand même assez impressionnant pour un boîtier qui se met dans cette gamme là quoi. Si on parle des specs un petit peu en photo, alors il marche pas trop mal aussi, on est quand même à 20 photos par seconde en RAW. C'est pas incroyable mais c'est déjà ça. Par contre en JPEG c'est un peu un monstre. On peut monter jusqu'à 120 images par seconde dans une résolution certes qui est un peu moindre, mais quand même à 120 images par seconde t'es sûr d'avoir le moment parfait que tu voulais et ça pour le coup en photo c'est une pépite. Si on parle de la qualité d'image maintenant, alors on est sur de la 4K qui est suréchantillonnée de la 6K, donc forcément c'est une qualité un peu plus. Les débits sont quand même corrects et du coup on se retrouve avec beaucoup d'infos même quand il y a pas mal de détails justement à l'image. Je me suis même vu utiliser de la 1080p à 240 images par seconde alors qu'en temps normal je le fais jamais. Si on parle maintenant de la plage dynamique, donc c'est vraiment la capacité de l'appareil à capturer des informations dans les zones sombres et aussi dans les zones claires de l'image. Et honnêtement c'est pas incroyable. Comparé aux autres, ça reste bien, ça reste largement utilisable, mais je trouve qu'on est un peu en dessous de ce que peut faire Sony. Et on est plutôt comparable en termes de plage dynamique à ce que peut faire un Canon R6 II. Maintenant, moi personnellement ça me va très bien pour ce que je fais, mais c'est quand même un point important à noter. Je trouvais qu'il était un petit peu en dessous de ce qu'on avait pu voir avec le Z8 et c'est pas pour moi on va dire son point le plus fort. Alors à noter que moi là j'ai tout filmé quasiment en NRAW, donc on perd un petit peu de dynamique par rapport à du H265 ou même du ProRes, mais c'est ce profil là qui va nous garder un maximum de fidélité dans les couleurs et aussi pas mal de flexibilité en post-prod. Et forcément avec un boîtier comme ça en interne j'ai voulu tester le NRAW. D'ailleurs petit point important, mais le NRAW pour l'instant il est lisible uniquement sur DaVinci, donc personnellement ça me dérange pas parce que je monte dessus et c'est quand même une information importante à savoir. Ok, si on parle maintenant des performances en basse lumière, et honnêtement, agréablement surpris. C'est plutôt pas mal. En fait, c'est surtout que officiellement, on n'a pas de double ISO natif. Un ISO natif, c'est le palier où vous allez avoir, on va dire, la meilleure plage dynamique et le moins de bruit à l'image. Et donc certains boîtiers ont des doubles ISO natifs, et là, clairement, on voit la différence quand on passe de ISO 5000 à ISO 6400. On voit clairement que le bruit s'atténue, et ça, c'est hyper pratique quand on est justement, quand on est dans les environnements très sombres. On a juste à passer à 6004 et on sait que du coup, ça sera beaucoup plus propre que si on était à
3-4 000 ISO quoi. Donc typiquement, ce boîtier là pour filmer le soir ou dans des situations avec peu de lumière, et il fait très bien l'affaire. Stabilisation maintenant, on est sur 8 stops annoncés, ce qui est sur le papier plutôt bon. Ce qui est bien avec Nikon, là ils ont mis ça avec le ZF, c'est que maintenant on n'est pas sur une stabilisation qui est uniquement au milieu de l'image, mais aussi en fonction d'où est le collimateur et en fonction d'où est votre sujet. Et donc je trouve que ça fait quand même plutôt bien le travail. C'est honnêtement pas au niveau de ce que peut faire un Panasonic S5 II qui sont très réputés on va dire dans la partie stabilisation, mais quand même on a plusieurs modes de stabilisation en fonction des situations, et moi personnellement j'ai filmé énormément à main levée et j'étais très content du résultat. Alors forcément avec ce boîtier là je vais quand même continuer à prendre un stab, mais en tout cas en prise de vue à main levée c'est largement suffisant. C'est surtout que moi je fais souvent attention aux petites vaguelettes qu'on peut avoir dans le coin, et là j'en ai pas vu avec ces appareils. Bon après t'as beau avoir la meilleure caméra avec les meilleurs specs, si tu sais pas comment le régler, comment l'utiliser, comment filmer avec, ou même comment raconter une histoire, forcément ta vidéo sera pas ouf. C'est pour ça que j'ai créé Vidas Pro, pour t'aider à faire de meilleures vidéos et vivre aussi de ta passion. Dedans on voit toutes les étapes pour choisir le bon matériel en fonction des besoins, faire les bons réglages, les techniques aussi surtout et les astuces pour filmer dans certaines situations, comprendre la composition, l'émotion qu'on peut faire ressortir dans une vidéo. On a aussi une partie montage sur Premiere Pro et aussi sur DaVinci, on voit étape par étape pour comprendre le logiciel et surtout faire un montage on va dire qui captive. Mais évidemment toutes ces compétences ça sert pas à grand chose si on sait pas trop se vendre. C'est pour ça qu'on a un module assez poussé sur la partie business où on va justement aborder toutes les facettes du business. Dans ce module on va voir comment analyser votre marché, le positionnement, comment démarcher, les techniques pour signer les contrats, combien facturer, comment faire un devis, etc. Bref, Vidas Pro c'est surtout une communauté où vous pouvez poser vos questions, montrer vos vidéos, avoir un retour. C'est des lives d'analyse, c'est des masterclass avec des invités qui partagent un plan d'action à mettre en place. C'est aussi des journées qu'on organise avec des rencontres, des jeux. C'est également rejoindre un groupe de travail en fonction de votre niveau et de vos envies. Bref, si vous voulez apprendre et améliorer vos vidéos tout en partageant ça avec d'autres vidéastes, je vous laisse cliquer sur le premier lien en description. Ok, si on parle maintenant de l'autofocus de ce boîtier là, il est excellent. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est que ça capte très bien le sujet. Je l'ai trouvé un poil moins bon que ce que j'avais pu voir avec le Nikon Z8 justement sur cette partie autofocus, mais ça reste quand même excellent, et moi il répond en tout cas à toutes mes attentes. En particulier quand on est dans des situations de basse lumière, là il arrive à capter le sujet. Ça, je sais pas trop comment il fait ou quoi, mais on arrive à voir le sujet, la tête, de temps en temps aussi un peu l'œil, et ça c'est des choses que je pouvais pas avoir même avec mes boîtiers qui étaient bons en basse lumière. Typiquement le Sony A7 IV, je l'ai trouvé un peu moins bon sur l'autofocus, et là clairement il met une claque au S5 sur la partie autofocus. Alors on a plusieurs sujets en mode autofocus, on n'a pas le mode oiseau, ce qui peut être dommage, mais peut-être que dans une mise à jour ils vont l'intégrer comme ils avaient pu le faire avec le Z9. Donc très content de cet autofocus, c'est clairement le jour et la nuit par rapport au Z6 II, et c'est clairement un de ses bons atouts. Si on parle un peu plus du boîtier, il est plus petit que le Z8, mais il tient quand même très bien dans la main. Il est assez léger parce qu'il fait 750 grammes. Mine de rien, il est quand même assez robuste. On a une résistance améliorée à la poussière et à l'humidité. Il me semble même qu'ils ont poussé le boîtier jusqu'à moins 10 degrés, donc ça aussi ça peut être pratique. On a enfin un écran retournable sur un Z6. C'est un écran qui est bien plus gros d'ailleurs, je trouve, que les autres, et qui est évidemment tactile. Et pour le coup, le fait qu'il soit bien plus grand et aussi un peu plus lumineux, ça m'a été bien utile. J'avais pas trop besoin d'avoir justement un moniteur externe, et c'est surtout que d'avoir un écran retournable quand tu veux faire des vlogs ou des choses comme ça, maintenant c'est devenu un indispensable. La grosse innovation aussi, c'est dans le viseur, c'est un écran de cinéma. Le truc c'est hyper lumineux, les couleurs sont hyper riches, et je trouve en fait que quand on regarde dans le viseur, on voit bien mieux les tons foncés. Et c'est surtout que ça peut servir quand tu veux être sûr pour vérifier un rush qui est bien exposé ou qui a bien le bon piqué. Le fait de regarder dans l'œillère, dans le viseur, là, je trouve ça plutôt pas mal. Si on parle maintenant un petit peu du boîtier en lui-même, alors on a deux ports, un carte SD plus un CF Express type B. Si vous voulez filmer dans les hauts codecs en NRAW, etc., vous serez obligé d'avoir une CF Express. De l'autre côté, on a une prise USB-C, on a la prise micro qui est maintenant sur ce Z6 III en 24 bits, et on va dire le minimum. On attend d'ailleurs le 32 bits en interne dans les boîtiers, j'espère que ça va arriver. On a une prise HDMI qui est en pleine taille, donc ça c'est top. Et le petit plus, c'est que maintenant on a une prise ligne, et ça peut être pratique pour connecter directement le micro à un dispositif audio ou un micro XLR. On a également un petit écran au-dessus qui t'indique quelques infos. On peut avoir notamment les ISO ou alors même le temps qui te reste sur ta carte SD. Moi j'avoue que je le regarde jamais, c'est un peu ce qu'on avait dans les anciens boîtiers, mais voilà, ça peut être pratique. On a aussi un switch photo-vidéo qui est honnêtement hyper rapide. C'est quasiment de l'instantané, donc de passer du mode photo et vidéo. Et ça pour le coup, quand tu es en tournage et que tu veux à la fois switcher entre photo et vidéo, clairement ça fait grave la différence. Niveau batterie, l'autonomie est excellente. C'est les mêmes batteries que ce qu'on pouvait avoir avant, et là sur ce Z6 III, ça tient quand même très bien. Là en tournage, on est parti avec 2 batteries, et globalement ça me suffisait pour la journée. Donc bien joué à vous, même en NRAW ça tient très bien, donc voilà, rien à dire là-dessus. La surchauffe maintenant, pareil, on
pourrait s'attendre à justement que ça soit un peu galère, et pas du tout, ça tient des heures. Tous les copains ont pu faire des tests différents et ça peut tenir même jusqu'à des 6 heures en étant branché, donc zéro problème sur la surchauffe. Même en 6K60 ça tient très bien. Ok, maintenant si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'aime bien faire les plus et les moins des boîtiers que je teste, et là j'ai relevé pas mal de choses. Les plus en premier, alors quand on branche justement un moniteur en HDMI, on a le retour sur le moniteur mais aussi sur l'écran. Ça c'est une fonctionnalité qu'on a assez peu sur les autres boîtiers et moi personnellement je trouve ça hyper pratique. En photo, on a le mode pré-rafale, donc ça va nous permettre de récupérer jusqu'à 1 seconde et demie, si je dis pas de bêtises, avant d'avoir pris la photo, avant d'avoir appuyé sur le déclencheur. Et ça, quand on fait de l'animalier ou même du sportif, bah honnêtement c'est pépite. Alors malheureusement c'est uniquement en JPEG, là où le R6 II de chez Canon peut le faire en RAW, mais bon c'est quand même une fonctionnalité que je trouve vraiment pratique. Alors même chose, on a pas mal d'outils vidéo qui sont plutôt pratiques. On a les waveforms pour justement bien exposer notre plan. On a la possibilité aussi d'adoucir la peau avec un aspect qui s'appelle maquillage, d'ailleurs le terme il est horrible. Également quand on filme avec des codecs qui sont un petit peu lourds à lire, on a la possibilité d'enregistrer sur la carte SD une version beaucoup plus légère en format proxy en fait. Et ça typiquement c'est hyper intéressant quand soit on a un ordi pas puissant, ou alors même quand on veut envoyer les rushs à un monteur un petit peu en amont, ça c'est bien pratique. Quand tu es en photo, quand tu le passes en mode vertical, et le menu il suit, c'est-à-dire que les réglages suivent ce mode là portrait. Je sais pas pourquoi on l'a pas en vidéo, mais seulement en photo, donc c'est un plus ou moins qu'on peut mettre dans les deux. Et ça pareil, tous les boîtiers le font pas, donc je trouvais ça intéressant. Maintenant on va passer au moins de ce boîtier là, et il y a pas mal de petites choses à dire. Alors déjà on n'a pas la possibilité d'enregistrer sur les deux cartes SD en même temps. Et ça quand tu fais du mariage où tu veux avoir justement un backup, c'est quand même assez compliqué. En fait on n'est jamais à l'abri qu'une carte crame ou qu'il y ait quelque chose. Personnellement ça m'est jamais arrivé, je connais pas grand monde à qui c'est arrivé, mais quand même l'enregistrement en double carte SD, quand tu vas être sûr qu'il n'y ait pas de problème, c'est quand même une partie qui est hyper importante quoi. Bon par contre on l'a vu avant, on a quand même une possibilité d'enregistrer en proxy à côté, donc au pire des cas tu perds tes rushs, mais t'as quand même une petite sauvegarde qui est en format un peu réduit, c'est toujours ça. Également on est quand même sur un boîtier qui est pour moi beaucoup plus orienté vidéo que photo, mais on n'a toujours pas de shutter angle, ce qui peut être pratique pour avoir ta vitesse d'obturation qui soit plus en degrés, comme ça quand on change la cadence ça bouge pas. On l'a pas dedans donc dommage. On n'a aussi pas de rideau de protection quand on change d'optique, ça aussi c'est des trucs qu'on commence à avoir dans pas mal de boîtiers, donc un peu dommage qu'on l'ait pas là-dessus. On a également pas la possibilité d'utiliser tout le capteur en open gate comme peut le faire le Panasonic S5 II. Pareil on n'a pas de mode anamorphique, donc après on n'a pas non plus des masses d'optique en monture Z sur cette partie là. On n'a pas de griffe connectée comme on peut avoir sur le Sony A7 IV, ça c'est quand même bien pratique quand on veut justement brancher un micro sans fil. Aussi on n'a pas la possibilité de mettre des luttes dans le boîtier, ce qui est quand même un peu dommage quand on voit que tous les autres constructeurs commencent à s'y mettre. Et pour ceux qui veulent pas se prendre la tête et directement mettre leur lutte sur leur rush, c'est dommage de pas avoir l'option ici. Alors on a quand même la possibilité de choisir entre différents profils d'image que propose Nikon. On a d'ailleurs les monochromes que moi j'avais adoré utiliser avec le Nikon ZF, mais du coup je peux pas mettre mes luttes, donc c'est ce que je trouve un peu dommage. Alors pareil pour les codecs, quand tu filmes en NRAW ou même en ProRes, en fait ça remplit très rapidement les cartes CF Express ou même SD. À tel point que là si je vous montre à peu près les durées d'enregistrement avec des cartes CF Express, ça va très vite. Et en fait ce que je trouve dommage c'est que ça aurait été cool de pouvoir avoir un SSD, comme peut le faire justement le Pana S5 II-X, comme ça on aurait pu enregistrer directement sur un SSD, ça prend moins de place et c'est peut-être un peu plus facile. Maintenant là l'intérêt c'est qu'on peut tout faire en interne, mais bon va falloir mettre le prix sur les cartes CF Express et ça c'est pas donné. Et dernier point qui est quand même assez important, quand on filme en H265 10 bits classique, donc c'est le mode qu'on utilise principalement sur tous les boîtiers, l'échantillonnage est uniquement en 420 10 bits et pas en 422 10 bits. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup forcément on perd en qualité par rapport aux concurrents qui sont tous en 422. Et donc si jamais on veut du 422 10 bits, on sera obligé de passer en ProRes, et là pareil en termes de taille du fichier ça sera pas la même chose. Ok, on a vu pas mal de choses, maintenant on va parler du prix. Le Z6 III est à 2999 €, ce qui est plus cher quand même que ses concurrents directs, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a aucun boîtier en dessous des 3000 € qui peut faire de la 6K60, qui peut faire du RAW en interne, qui peut faire du ralenti jusqu'à 240 images par seconde, qui peut faire de la 4K 50 sans crop et aussi de la 4K 120, bon certes avec un crop, et tout ça en interne dans un seul boîtier. C'est clairement le boîtier à l'heure actuelle le plus avancé dans cette gamme de prix, et je pense que c'est le genre de caméra que tu peux avoir et utiliser pendant les prochaines années. Enfin avec ça voilà, il monte en 6K, il fait du RAW, t'es large quoi. Personnellement j'avoue être très content de voir Nikon recoller aux deux gros qui sont Sony et Canon, eux qu'on a vanné quand même pas mal de temps sur la partie vidéo. Aujourd'hui on est obligé de reconnaître que c'est un acteur incontournable des caméras qui sont pour le coup orientées un peu plus vidéo, parce que oui pour moi cette caméra elle est bien plus orientée vidéo que photo, bien que les specs en photo soient sympas, mais là ce qu'il propose avec le double ISO, avec l'autofocus, avec les capacités, c'est assez impressionnant. Par contre moi la problématique que j'ai encore aujourd'hui avec Nikon c'est le parc optique. Toutes les optiques Nikon sont assez intéressantes, mais c'est encore très maigre côté marque tierce. On a Tamron qui commence à proposer du coup des optiques que j'utilise beaucoup, notamment le 28-75, mais Sigma on est encore, si je dis pas de bêtises, à la PSC, donc on attend un peu plus de propositions
des marques tierces pour que ça soit encore plus intéressant de passer sur Nikon. Donc, est-ce qu'il faut passer chez Nikon? À vous de voir, hein. Dans tous les cas, toutes les marques, plus on va avancer, plus ça va être la course un petit peu au spec. Mais je reste persuadé que les vidéastes qui sont sur Nikon vont se régaler avec ce boîtier-là. Et même les personnes qui sont chez la concurrence et qui vont arriver là-dessus, ça va vous faire tout bizarre parce qu'il est vraiment très complet. Bref, si jamais le boîtier vous intéresse, je vous mets le lien de mon partenaire IPLN. Si vous passez par mon code Maxime, ça m'aide grandement à continuer à faire ces vidéos de manière indépendante. Je vous laisse avec la vidéo finale qu'on a pu tourner avec le boîtier. On se dit à la semaine prochaine. La bise. Vas-y.